Voici une vidéo bilan sur le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort musculaire. En classe de 3e, nous allons principalement nous intéresser aux capacités et aux limites de l'organisme. Avant de démarrer ce chapitre, il est important de rappeler les différents besoins du muscle et de la cellule musculaire pour pouvoir réaliser une contraction musculaire et donc un effort musculaire. Les muscles vont consommer des nutriments comme les glucides, les lipides et du dioxygène qui vont réaliser une transformation chimique appelée respiration cellulaire qui va permettre de produire de l'énergie mécanique utilisée pour le fonctionnement du muscle, et une partie de l'énergie produite va également être perdue sous forme de chaleur ou d'énergie calorifique. Lors de cette respiration cellulaire, des déchets vont être produits comme le dioxyde de carbone. Le muscle a besoin de dioxygène et de nutriments. C'est le cœur qui va permettre de mettre en mouvement le sang et donc d'apporter dioxygène et nutriments au niveau du muscle. Lors d'un effort, notre organisme présente différentes limites, comme la consommation de dioxygène, qui, comme on peut le voir sur le graphique, va atteindre un plateau, une limite qui va être différente selon les individus en fonction du sexe. Donc on voit que la consommation maximale en dioxygène, VO2 max, du garçon Maxime sur le graphique, est plus élevée que la consommation maximale en dioxygène des filles Anne et Donia. De plus, pour deux individus du même sexe, comme Anne et Donia, la pratique d'une activité physique régulière va pouvoir également faire varier cette limite ou cette consommation maximale en dioxygène, qui va être plus élevée chez un individu entraîné, comme on le verra dans la diapo suivante. La fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute, va également, elle aussi, présenter un plateau en fonction de la puissance de l'effort. On voit qu'elle va atteindre une valeur limite qui va aussi différer selon les individus en fonction du sexe ou de l'activité ou de l'effet de l'entraînement. Donc la consommation maximale en dioxygène et la fréquence cardiaque maximale sont des limites de l'organisme à l'effort. L'entraînement va permettre de repousser en quelque sorte les limites et d'augmenter nos capacités physiques. En effet, chez un sujet entraîné, la consommation maximale en dioxygène va être plus élevée que chez un sujet non entraîné. Pour la fréquence cardiaque, on voit qu'après un entraînement, notre fréquence cardiaque va être plus faible que notre fréquence cardiaque avant entraînement. Donc ceci va permettre de repousser, d'augmenter nos capacités physiques et donc de repousser cette fréquence cardiaque limite qui sera atteinte beaucoup plus tardivement après entraînement qu'avant entraînement. Le rein va produire une hormone appelée EPO. Cette hormone va agir au niveau de la moelle osseuse où elle va stimuler la production de globules rouges. Les globules rouges sont des cellules sanguines qui vont être chargées de transporter le dioxygène jusqu'aux muscles. Différentes techniques de dopage vont consister à injecter de l'EPO de synthèse afin de stimuler la production de globules rouges et donc d'améliorer l'approvisionnement des muscles en dioxygène, ce qui permettra d'augmenter les capacités limites de l'organisme. Toutefois, ces méthodes sont interdites car elles posent des questions d'éthique et d'équité entre les différents sportifs, mais elles présentent également un risque pour la santé. Il existe des alternatives, comme par exemple pratiquer un stage en altitude qui va permettre d'augmenter de façon naturelle la teneur sanguine en EPO. La teneur en EPO reviendra à la normale quelques jours après le stage en altitude. C'est pour cela que certains sportifs, avant une grande compétition, vont aller en stage de préparation en altitude, par exemple à Tignes ou à Font-Romeu, pour les sportifs des équipes de France.